Tu vois, le paradis, il est tout près. Il faut arriver à le contacter, tu vois? Nous continuons la série vidéo spéciale dédiée à 20 ans de la Libre Université de Samadeva. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que Alan Faldout est avec nous. Alan est une des 9 maîtres de Samadeva, qui connaît toutes les branches de Samadeva. Et cette dernière temps, il dédie beaucoup plus de l'énergie pour les techniques énergétiques, mais aussi pour la constellation familiale et ancestrale. Donc, bienvenue Alan. Merci Solveiga. Merci d'être là. Et pour commencer cette partage spécial, peut-être je veux demander la question première, c'est sur quelques mots sur ton biographie. Avant, quand tu as rencontré cet enseignement de Samadeva, où tu viens, quelle est ton origine, peut-être quelques détails de ta vie, parce que certaines personnes connaissent, mais certaines personnes même ne connaissent pas. Oui, avec plaisir de partager quelques aspects de ma vie. Tu as dit avant le Samadeva, c'est ça, dans un premier temps, hein? Oui, oui. Il y a avant le Samadeva et après le Samadeva, hein? Oui, oui, effectivement. Ça étonnera personne si je dis que j'ai des origines italiennes. Mes 2 parents sont italiens et ma mère d'origine sicilienne, mon père est calabrais, le sud de l'Italie. Et tous les 2, pour des raisons familiales et économiques, se sont déplacés en France pour y travailler, mais sans se connaître. Ils se sont connus en France. Et donc, suite à leur rencontre, je suis arrivé sur la terre, on va dire. Et peut-être un aspect important qui a marqué mon enfance, c'est que ma mère, quand elle est arrivée en France, elle était adolescente. Elle n'avait pas pu suivre une scolarité, elle a dû travailler, issue d'une famille de paysans. Et quand elle est arrivée en France, là aussi, elle est venue travailler, et analphabète. Et quand elle a eu cette liaison avec mon père, c'était encore dans une forme d'instabilité dans sa vie. Elle était déjà fille-mère, avec ma sœur, en fait, sur les bras. Et quand je suis arrivé, c'était, on va pas dire le bon moment pour elle, puisque elle avait du travail, elle pouvait pas s'occuper de ma sœur. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai été rapidement mis au sein d'une famille d'accueil. C'était un couple de Français qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, justement. Et donc, le ciel m'a offert 4 parents en réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un prénom, Alain, et en réalité, sur mon passeport, 3 noms. Ah oui? Celui de ma mère, celui de mon père et celui de ma famille adoptive. Beaucoup de gens qui me connaissent ne savent pas tout ça, puisque il y a Alain et Falduzi, c'est ce avec quoi j'ai vécu au départ, puisque au départ, seule ma mère a reconnu ma naissance, et quelques 25 années, si mes souvenirs sont bons, plus tard, mon père m'a reconnu. Oui, et il s'est même marié avec ma mère au bout de 20 ans de vie commune. Voilà un peu quelques éléments d'une biographie qui a été marquante, puisque à la fois des origines italiennes et nourrie par un peu l'état d'esprit français. Ça a été un bon mélange pour moi déjà dès le départ. Donc j'étais riche de ça, et assez difficile d'un certain point de vue, puisque
J'ai passé, après cette famille d'accueil, j'ai été à l'orphelinat puisque ma mère ne pouvait toujours pas s'occuper de ses enfants. Trop de travail et très peu d'argent, en réalité assez pauvre. Et donc j'ai été marqué par une enfance, on va dire, parfaite pour générer le personnage que j'ai été, foncièrement imparfait. Et grâce à tous ces traumatismes, j'ai peut-être eu la chance d'être en contact avec, comment dire, quelque chose qui veuille me faire dépasser toutes ces choses-là, traumatisme du passé, parce que j'étais très en colère contre et ma mère et mon père, et bien d'autres encore. Mais c'est donc une enfance parfaite pour cette imperfection. Voilà quelques éléments. Mais après, tu as étudié quand même dans l'école, dans l'université? Oui, j'ai eu la chance de suivre des études parce que mon père, qui était ouvrier, lui, ne voulait absolument pas que je ressemble à lui. Et il voulait surtout pas que je travaille comme il travaillait. Et donc, mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour que je puisse suivre des études. L'éducation nationale en France est aussi, je la remercie parce que pour les pauvres que nous étions, il y a eu beaucoup d'aides qui m'ont permis de suivre des études et grâce à ça, j'ai eu un bon métier au sein comment dire, du développement de l'énergie nucléaire en France. Et j'ai consacré une bonne quinzaine de ma vie dans ce domaine-là, où j'ai appris beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup. C'était très intéressant et je garde ça comme une ressource encore aujourd'hui dans ma vie et dans le travail que je fais, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre initialement, oui. Comme italien, tu aimes aussi le football? Alors, le football, j'adore ça, mais pas à la télé. Même si à la télé, j'aime bien le regarder, mais je préfère pratiquer. Ah oui? Moi, je suis un pratiquant en réalité. Et dès que tu me proposes quelque chose, j'ai envie de le faire. Si par exemple tu me proposes de manger, je vais avec toi faire la cuisine. Tout de suite. Ok. Donc je garde cette idée. Oui, garde-la. Mais c'est à tes risques et périls parce que... Donc, est-ce que dans cette période, avant quand tu as rencontré Samadeva, toute cette richesse de cet enseignement, tu as déjà cherché? Ou comment tu as rencontré Samadeva? Est-ce que tu avais déjà les aspirations de connaître soi-même? Oui, ta question est intéressante, mais je ne sais pas y répondre. Peut-être que je cherchais, mais je ne savais pas que je cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me mettait en colère, qui me rendait très nostalgique, mais je ne savais pas quoi. Mais c'est sûr, très tôt, j'étais en recherche de quelque chose dont je ne savais pas quoi. Mais je ne savais pas que j'étais en recherche. Je ne pouvais pas dire à l'époque que je recherchais quelque chose de particulier. Peut-être que je peux te raconter quand j'étais petit, je faisais des rêves. Et ces rêves étaient un peu particuliers dans le sens où quand je pouvais les vivre, ces rêves, le matin, quand je me réveillais, j'avais l'impression d'être entré au paradis. C'était très bizarre, ces rêves qui se sont manifestés durant ma tendre enfance, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Je crois que c'est, je ne sais plus exactement, en 12-13 ans, je n'ai plus fait ces rêves. Mais ces rêves avaient une qualité très particulière, c'est difficile à décrire avec des mots.
Par exemple, tu vois, quand si je peux les exprimer de manière avec des mots, les petites choses sont comme les grandes choses. Elles disparaissent, elles apparaissent, et elles disparaissent, et encore elles existent. C'est un monde où il n'y a pas de temps, un monde où tout se transforme constamment. Et ça donne naissance à des formes, et ces formes sont vivantes, elles disparaissent aussi, et elles réapparaissent d'une autre façon, totalement différente. Et donc là, tu vas me prendre pour un fou, hein. C'est ça. Je faisais ces rêves-là, mais je savais que c'était d'une qualité très particulière qui m'ont certainement guidé toute ma vie. Même s'ils se sont arrêtés à un moment donné, vers 12-13 ans, mais ça m'a laissé une empreinte. Une empreinte, et je sais que quand j'allais en librairie, je ne sais pas pourquoi, mais j'allais au rayon ésotérique. Tout de suite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était ça qui m'attirait. Et grâce au Samadeva, d'ailleurs, ces rêves, mais ce n'étaient plus des rêves maintenant, et là je te parle de quelques éléments qui me sont arrivés il y a peut-être maintenant 3 ans. J'ai eu les mêmes sensations que dans ces rêves ces dernières 3 années, où je revivais ces sensations, mais plus dans mes rêves, pas dans le sommeil, mais à l'état de veille. Et c'est ça qui m'a fait en plus me dire que ce que je rêvais, c'était quelque chose d'important pour moi, qui me nourrissait et qui réapparaît maintenant dans ma vie, qui me nourrit beaucoup et qui me fait dire que le monde matériel est un aspect de la vie, mais derrière ce monde, il y a des mondes cachés. Et donc, la rencontre avec le Samadeva a certainement été un moment important dans ma vie, bien évidemment, mais qui me permet d'aller à la recherche de ce que je recherchais et que je ne savais pas que je recherchais. Et comment tu as rencontré? Tu as vu le livre? Tu as vu qu'il y a le stage ici? Oui, bon, c'était un moment particulier, une rencontre avec une personne qui m'a donné un livre, justement. Le livre s'appelait Pensée spirituelle impertinente. Je ne sais pas s'il est dans la bibliothèque, là, dans la librairie. Et cette personne m'a donné ce livre à l'issue de 3 heures de discussion dans un train. Et le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai lu ce livre qui faisait... c'était assez sommaire, en fait, sur chaque page. C'était Pensée spirituelle impertinente. À la fin du livre, je le referme, parce que j'avais tout lu. Et le lendemain, je téléphonais au numéro qu'il y avait pour me renseigner sur ce qui se cachait derrière ce livre. Et là a commencé un tournant dans ma vie, il faut le dire. Ouais. Et tout de suite, tu es venu ici pour enseigner? Non, ça a été très, très difficile. Parce que l'enfant que j'étais, avec l'enfance que j'ai eue, parce que mon père était aussi, je le remercie aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans, il était assez sévère, parfois violent. Donc j'étais un enfant avec des problèmes et par la force des choses, un adulte avec des problèmes. Et c'est notamment grâce aux relations amoureuses qui ont révélé tous ces problèmes que j'avais au fond, que je ne voulais pas admettre au début.
Mais c'était quoi ta question? Est-ce que tu as commencé à enseigner tout de suite? Oui, oui. Non, pas du tout. Il fallait d'abord un petit peu, comment dire, faire en sorte que le personnage commence à s'assainir un peu, à se purifier, à se calmer, à régler un peu ses quelques traumatismes. Donc, au moment où j'ai fait ces premiers pas vers le Samadeva, j'ai en même temps enclenché une psychothérapie individuelle, de groupe, où j'ai vécu l'enfer encore parce que il fallait retraverser tous les problèmes et de la naissance et tous les traumatismes de l'enfance. Donc je suis content que ce soit passé maintenant, tout ça, parce que je sens que c'est vraiment réglé. Mais c'est donc la chose que j'ai dû passer avant l'idée de transmettre le Samadeva qui n'était pas du tout dans ma conscience à l'époque. Hein. J'étais curieux, j'ai beaucoup aimé le contenu du Samadeva que j'ai lu, que j'ai entendu, écouté très fortement. Mais la première période, c'était une période de purification et d'assainissement, parce que j'étais comme assez brut comme personnage. Là, tu vois, je suis... On ne connaît pas, mais... Oui, oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'énergie et j'ai aussi eu l'occasion de pratiquer les arts martiaux, dont l'aïkido. Et ça a été encore un don du ciel, parce que grâce à cette pratique, j'ai pu consacrer de l'énergie pour quelque chose de constructif et non pas seulement de destructif. Et j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup sué sur le tatami, et là j'ai beaucoup appris aussi dans la relation à l'autre. Et donc, grâce à tout ça, j'ai pu traverser la vie tant bien que mal. Mais j'ai arrêté un petit peu la pratique de l'aïkido et des arts martiaux, mais ça reste en moi. Mais en même temps, cette expérience que tu avais dans ta vie t'a permis aussi aujourd'hui peut-être de comprendre beaucoup mieux les gens qui viennent vers toi, ou que tu rencontres dans la vie. Oui. Tu sais, je suis étonné de ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne pensais pas que je serais un jour totalement dédié à la transmission du Samadeva et de ses techniques. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. S'il y a quelqu'un de chanceux sur Terre, je peux dire que j'en fais partie de ces chanceux. Et voilà. Quand tu étais là, donc tu connais déjà Samadeva plus que 20 ans, je pense, oui? Oui. Je suis très mauvais en calcul, je me souviens de rien. Oui. Mais quand même, il y a suffisamment de temps déjà. Oui, il y a suffisamment de temps. Tu es maître du Samadeva. Une vingtaine d'années, oui, on va dire comme ça. Et qu'est-ce que t'as marqué le plus? Qu'est-ce que tu as appris ici? Et aussi, on dit aussi que travailler avec le fondateur, le médiateur de la Libre Université du Samadeva, Idriss Lahore, c'était aussi particulier. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu veux partager avec nous? Oui, ça va répondre un peu à ta question précédente sur la relation aux autres. J'ai appris doucement à être avec les autres et à pouvoir communiquer avec les autres, ce que je ne savais pas faire auparavant. Et je crois que c'est effectivement ce qui m'a le plus impressionné, imprégné, c'était les attitudes d'Idriss Lahore, le fondateur de la Libre Université du Samadeva.
Bien sûr, ce qu'il disait m'intéressait. J'avais toujours les oreilles grandes ouvertes, toujours très intéressé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand je regarde ces vidéos, que je n'arrête pas de regarder d'ailleurs. Je crois que j'ai appris à être avec les autres. J'apprends encore. Et j'ai appris à écouter. Et je crois que c'est aujourd'hui une des qualités que je cultive encore, mais qui me sert aujourd'hui beaucoup dans le travail que je fais. Et au-delà de toute la connaissance qui a été transmise dans le cadre du Samadeva, il y a quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres, ou si peu, ou même pas, parce que ça ne peut pas être écrit dans les livres, c'est les attitudes de comportement avec les autres. Et ça, j'ai retrouvé ça chez nulle part ailleurs que chez Idriss Lahore, dans ses attitudes avec les autres. Et je me suis beaucoup imprégné de ça. Et je m'en imprègne encore beaucoup. Et grâce au travail, quand on a développé la libre université du Samadeva avec mes amis maîtres du Samadeva, bien sûr, au début, c'était un peu dans ce lieu-là, ça se concentrait, et puis après, il y a eu des phases de développement où on a été un peu partout en France, mais surtout à l'étranger. Et grâce à cela, j'ai pu voyager et rencontrer beaucoup de monde, j'en rencontre encore beaucoup. Tu étais en Chine même, je pense. Oui, j'ai été en Chine, au Brésil, en Russie. Là, j'y étais encore il y a ces 15 derniers jours. Pour moi, ça a été extrêmement formateur. Pas toujours évident, parce que je suis quelqu'un de casanier. Moi, j'aime bien être à la maison, tu sais, entre toi et moi, autour d'un bon repas, à faire la cuisine ensemble. Et quand il a fallu se déplacer, et on s'est beaucoup déplacé, ça m'a donné les cheveux gris d'ailleurs, je pense, tous ces déplacements. C'était pas facile, mais en même temps, ça a été pour moi extrêmement formateur pour encore peaufiner ma relation à l'autre, à ces autres qui sont encore plus différents, parce que nos amis russes ont une certaine façon de vivre, nos amis chinois encore une autre, nos brésiliens encore une autre. Donc ça, c'était pour moi une source d'inspiration. Et si aujourd'hui je me battrais pour quelque chose, ce serait pour préserver toutes ces différences culturelles, même au sein des pays, quand on voit les traditions anciennes qui peuvent se manifester. Quand je te parle de ça, je me rappelle encore de quelques moments de convivialité avec nos amis chinois, où il y avait ces danseuses de la terre locale, là, et avec leurs costumes, c'était magnifique. Et j'ai vu ça un peu partout, aussi en Russie ou au Brésil. C'est pour moi une richesse qu'il y a sur la Terre, cette diversité qu'il me semble à protéger et à développer. Et qu'est-ce que pour toi aujourd'hui Samadeva? Comment tu vis? Parce qu'on dit aussi que Samadeva, c'est aussi la façon de vivre, ou comment on dit? Oui, Samadeva, c'est l'art de vivre. Oui, un art de vivre. Et c'est d'ailleurs peut-être cet aspect-là qui m'a plu dans le Samadeva. Moi, je vais t'avouer encore autre chose. Parce que quand il a fallu que je me consacre à la transmission du Samadeva, ça m'a mis en colère.
Je voulais absolument pas faire ça. Peut-être il y avait plein de monde qui voulait être dans ta place et tu étais en Oui, colère. certainement, mais moi je voulais pas ça. Moi je voulais, tu sais, simplement vivre et incarner ce que j'apprenais, mais le transmettre aux autres, ça me traversait pas à l'esprit et ça m'a mis en colère parce que à l'époque, puisque ma formation, pendant les premières années de transmission, ma formation n'était pas terminée, donc je me sentais encore ce brut-là dont je parlais au début, et il fallait que je transmette quelque chose. Pour moi, c'était insensé. Mais malgré tout, le Samadeva est ainsi fait que c'était possible. Et notre pédagogie aussi rendait ça possible. Mettre en retrait la brute et puis mettre le bon homme que je pouvais devenir sur le devant de la scène. Oui. Et oui, donc c'est un art de vivre, le Samadeva. Et c'est ce que nous proposons quand nous enseignons, c'est de permettre à ceux qui reçoivent ces connaissances et ces pratiques de cheminer tranquillement, mais sûrement, vers des comportements qui correspondent à leur nature profonde. Et tu vois, s'il y a par exemple un souhait que je formulerais là pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils puissent, grâce au Samadeva, trouver ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Et qu'ils puissent le manifester, avoir la force de le manifester. Il n'y a rien de plus beau pour moi dans le cadre du Samadeva et de la transmission, c'est de voir quelqu'un dépasser ses traumatismes et commencer à exprimer le meilleur de lui-même. Et je fais ça encore aujourd'hui dans le cadre de l'utilisation des techniques énergétiques pour les personnes qui viennent vers moi. Et je trouve toujours, je m'étonne à chaque traitement, encore aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire et de voir émerger grâce à nos techniques et grâce aux connaissances qu'a donné Idriss Lahore, comment ça émerge dans la nature humaine. Comment ce qu'il y a de meilleur dans la nature humaine puisse se manifester. Et je vois ça tous les jours et je m'étonne tous les jours. Et je suis un homme de plus en plus heureux parce que je vois ça. Parce que très souvent, on dit que quand je rencontre aussi parfois mes amis ou même les personnes que j'ai rencontrées juste maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui posent la question quel est le sens de ma vie ou pourquoi je suis là. Mais quand ils apprennent, quand ils comprennent qu'on peut poser cette question, je pense que ça peut bouleverser aussi la vie de l'être humain. Oui, le Samadeva bouleverse. Sans violence. Doucement. Doucement, ouais. Ça, c'est un des éléments, c'est la non-violence des techniques du Samadeva. Et fondateur, Idriss Lahore, a veillé à ce que ce soit le plus non-violent possible. Il y a suffisamment de violence sur la Terre pour qu'on participe à ça. L'idée, c'est d'aller vers un monde qui soit moins traumatisant, moins violent. Et pour ce faire, il faut être soi-même, et les techniques doivent l'être aussi, non violentes. Et ce qui est doux, généralement non violent. Ouais.
Il y a un aspect du Samadeva que je voudrais souligner, qui m'a beaucoup transformé, qui me transforme encore aujourd'hui. Tu vois, quand quelqu'un tombe malade, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon pour lui, le fait qu'il tombe malade, mais il tombe malade. Et dans certaines maladies, ça t'oblige à ralentir. Ça t'oblige même à devenir immobile, tu vois. Et en réfléchissant un peu à ces choses-là, on voit là qu'il y a un remède pour l'être humain. C'est l'immobilité. Une immobilité qui est, dans le cas de la maladie, un peu forcée. Tu voudrais, toi, encore courir, mais en fait, tu peux pas parce que tu es malade, tu es obligé de ralentir, tu es obligé de rester assis ou choses comme ça. Et donc, il y a cet élément de sagesse qui émerge lorsque tu es malade. L'idée, c'est de ne pas en arriver là, bien évidemment. Et un des aspects très importants, il me semble, dans le cadre de l'enseignement du Samadeva, c'est d'apprendre à nous autres, les êtres humains, les vertus de l'immobilité, les bienfaits de l'immobilité. Et on apprend notamment l'immobilité physique, puisque c'est celle qui est la plus accessible pour nous, les êtres humains, dans un premier temps. Si j'avais un souhait à formuler aujourd'hui, c'est d'apprendre à aimer cette immobilité physique dans un premier temps, où, par exemple, maintenant, toi et moi, on peut prendre conscience qu'il y a une partie de notre corps qui peut rester immobile, même si on peut bouger ses mains, cligner des yeux, parler, mais peut-être que nos jambes peuvent rester simplement là, et nous le remarquons consciemment, que ça reste immobile. Et ça, c'est un remède. En plus, tu vois, ce remède, il est à la disposition de chacun. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être dans un studio de la Libre Université du Samadeva ou dans une cathédrale Notre-Dame à Paris. À tout moment, quelles que soient les circonstances, avec qui que tu sois, tu peux utiliser ce remède qui, à mon sens, est une nécessité pour accéder à un état de non-violence. Tout ne se fait pas par l'immobilité, mais nous devons apprendre tranquillement à aimer cette immobilité physique, que j'appellerais, c'est pas une immobilité morbide, où tu es malade, et puis tu fermes les yeux jusqu'à ne plus les ouvrir. Non, c'est une immobilité vivante, consciente. C'est-à-dire tu commences à agir sur ton corps physique et à le maîtriser. Et si quelqu'un fait ça, si quelqu'un comprend que cet aspect du Samadeva qui est l'immobilité, et là je parle un peu de manière ciblée l'immobilité physique, il découvrira beaucoup de choses qui sont enseignées dans le cadre du Samadeva. Un autre aspect, c'est souvent nous qui sommes amenés à enseigner ou à transmettre le Samadeva. C'est pas une tâche facile, mais elle le devient, cette tâche, lorsque l'enseignant ou celui qui transmet la méthode sait qu'en réalité il ne transmet rien, ou il transmet la méthode pour que ce qui doit être enseigné à quelqu'un
viennent de l'intérieur. Et tu vois, ça c'est encore un autre aspect du Samadeva qui m'enchante, qui me fait danser. Parce que à celui qui écoute, on ne peut rien enseigner, si ce n'est la méthode pour qu'il s'enseigne lui-même. Mais il y a une méthode. Il faut la connaître. C'est ça que nous proposons au Samadeva. Dans quelques aspects. C'est beau ce que tu dis. C'est cette chemin, ce que tu as fait, ça t'a amené jusqu'ici, que tu es aujourd'hui avec toute cette compréhension, qu'en même temps tu peux transmettre aussi. Oui, c'est ça qui me donne la capacité de transmettre aussi, c'est cet aspect, ou d'autres encore, parce que il y a un autre élément qui vient à la suite, c'est la liberté. Je tiens beaucoup à ma liberté. Moi aussi. Je suis même un peu traumatisé, peut-être ça encore, il faut que je travaille encore sur certains traumatismes. Mais oui, tu aimes aussi la liberté, oui. Et je l'aime pour moi et je l'aime pour les autres. Et j'aime permettre à l'autre, non pas permettre en réalité, mais de le voir se libérer des chaînes du passé, les traumatismes et toutes ces choses-là, ou de certaines pensées qui réduisent les talents, les compétences, la possibilité de créer du nouveau. Et quand je peux voir la liberté, et c'est là qu'il faut bien la comprendre, de quoi il s'agit, cette liberté, c'est de se libérer de ce qui nous enchaîne. Et ce qui nous enchaîne, ce sont notre façon de penser, même notre façon de nous comporter, le regard ou le jugement qu'on peut avoir sur les autres et le monde. Et quand je peux participer à la libération de toutes ces choses, et en moi et chez les autres, ça me rend encore d'autant plus heureux. Parce que la liberté, c'est un autre aspect du Samadeva, puisque sans liberté, on ne peut rien apprendre, en réalité. Au fond de la nature humaine, elle n'apprend rien à la nature humaine, en réalité. Elle sait déjà beaucoup de choses. Il faut simplement lui permettre de se révéler. Et les schémas de pensée qu'on peut avoir, qui nous limitent dans notre compréhension, les émotions négatives, mais même les émotions positives. Souvent, au Samadeva, on parle d'émotions négatives, puisqu'il faut les traiter. Celles-là, elles polluent soi-même, et les autres, dit-on. Mais les émotions positives, elles doivent subir un même traitement que les émotions négatives, puisqu'elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont passagères. Il n'y a rien de stable là-dedans. Et donc, se libérer de toutes ces choses qui sont des mouches qui passent. Parfois les papillons. Parfois c'est des papillons, parce que oui, c'est ça qui te fait que tu veux courir vers le papillon, parce que c'est beau. Ça ne fait que passer. Et ça empêche la liberté. Et pour le comprendre, il faut quelques années, je pense. Pour comprendre que, par exemple, te mettre en colère, moi qui me mets en colère encore tous les jours, c'est pas la bonne solution. C'est très difficile à comprendre, c'est facile à dire. Beaucoup de choses de l'enseignement du Samadeva sont faciles à dire. C'est même facile à transmettre. Mais pouvoir les pratiquer et les vivre quotidiennement,
pas seulement dans le cadre des stages que nous faisons, mais dans la vie de tous les jours, avec nos proches, avec les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Quand tu peux commencer à être quelqu'un de libre dans ses relations et à participer à mettre moins de violence et, si possible, de la paix. Ça, c'est ce qui est intéressant au Samadeva. Il y a beaucoup de techniques dans le Samadeva. Celui qui veut apprendre, il en a pour toute sa vie. Mais il n'est pas besoin de tout connaître. Un peu, tous les jours, cela suffit. Et tranquillement, ça transforme le Samadeva. Une chose que j'ai pratiquée récemment, là, et que j'ai enseigné à Moscou, c'est la méditation d'harmonisation émotionnelle. Tu vois, c'est avec des mudras et tout ça. Et je l'avais pratiqué un petit peu, moi-même, et je l'avais enseigné, mais je ne la pratiquais pas. Et j'ai décidé de la pratiquer il y a maintenant un peu plus d'un mois. Je suis étonné de l'effet des techniques du Samadeva encore. Ô combien, s'il y a un aspect que je peux dire là, de mes observations, c'est que ça ne m'enlève pas la colère, je suis toujours en colère, mais je peux la regarder beaucoup plus vite qu'auparavant, et puis me décider. Est-ce que tu veux continuer à te mettre en colère? Ou est-ce que ça sert encore à quelque chose, sa colère, ou pas? Oui, je me pose cette question-là et la conclusion est rapide. J'arrête, quoi. Oui, après tu as cette liberté de décider ce que tu veux faire. Avec ça. Donc, cette capacité intérieure de se libérer de ce qui s'impose, ça c'est extraordinaire. C'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs, là. Il y a quelque chose qui, ces derniers mois, m'occupe l'esprit. C'est que les enseignements, comme celui du Samadeva, vont subir cette banalisation. Pour moi, le Samadeva, c'est quelque chose de sacré, qui nécessite pour parler peut-être assez simplement, beaucoup d'attention. Quand quelque chose est précieux, tu fais attention à ce précieux. Tu es attentif. Tu ne fais pas n'importe quoi. Ça t'oblige au respect. Ça t'oblige à faire attention, tu vois. Il y a une espèce d'appel, d'une obligation intérieure, c'est pas extérieur, là. Et je perçois, parce que je regarde un peu autour de moi aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, c'est que ces choses qui sont précieuses, comme la méditation par exemple, tu vois, la méditation c'est un moment d'immobilité physique, pas que, mais immobilité physique. C'est très précieux, l'immobilité physique. Dans les enseignements traditionnels, avant de méditer, ou avant d'entrer dans le dojo, on passait plus de temps à l'extérieur du dojo pour se préparer qu'à l'intérieur du dojo, pour pratiquer, soit la méditation, ou soit une forme de mouvement. Ça t'obligeait au sacré. C'est-à-dire que quand tu rentrais dans le dojo, enfin, tu vois, donc il y avait la préparation qui t'élevait à un niveau intérieur qui te permettait de te rendre compte de la préciosité du moment et du lieu et des personnes. Ceci me semble aujourd'hui s'effilocher. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la méditation, on la pratique même dans les entreprises, ce qui n'est pas un mal. Mais le but de la méditation,
Bien évidemment, il a des effets secondaires comme le bien-être, les gens vont mieux travailler, tout ceci, tout ça. C'est intéressant, mais c'est pas le but. Le but sacré de la méditation, c'est de permettre à ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine de se réveiller. Mais ceci, toutes les techniques donc sacrées qui permettent ça, l'impression que j'ai vont se banaliser. Et cette banalisation de toutes ces méthodes va faire en sorte que la méthode va perdre l'effet précieux qu'elle a sur l'être humain. Et ça me questionne beaucoup. Et s'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis là, dans 20 ans ou dans 40 ans, je peux que espérer que les méthodes du Samadeva puissent garder leur côté sacré dans le sens où elles permettent l'éveil de ce qu'on appelle l'essence dans notre vocabulaire du Samadeva, et que cela ne se perde pas. Voilà, c'est quelque chose qui me questionne aujourd'hui. Comment faire pour que cette banalisation, cette vulgarisation qui est nécessaire, puisque ça fait du bien, ça permet aux personnalités de se développer, de s'affiner, de réussir dans la vie. Mais ceci est, selon moi, des effets secondaires par rapport à l'effet sacré que les méthodes du Samadeva ont. De ne pas oublier l'essentiel. Oui, c'est ça. Et c'est très difficile parce que je remercie le ciel encore une fois que j'ai pu être aux côtés d'Idriss Lahore, comme beaucoup d'autres, pour avoir ce discernement intérieur qui te permet de ne pas négliger ce côté essentiel. C'est très facile de l'oublier, l'essentiel, et de consacrer son temps pour plus de bien-être, même pour les autres, plus de réussite professionnelle, sociale, tout ça c'est bien, il faut ça. Mais le Samadeva, et c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est ce côté sacré et essentiel. C'est comme ce que tu as dit au début un petit peu, que ça permet de se rappeler pourquoi nous sommes sur cette terre aussi. Oui, le sens véritable de la vie sur cette terre doit être enseigné. C'est pour ça que l'enseignement du Samadeva est précieux, il donne des connaissances à ce sujet extrêmement importantes. Mais la connaissance ne suffit pas. Il faut la pratique de la connaissance et la pratique juste. Tu vois, moi qui te disais que j'étais un pratiquant, donc je me suis mis à pratiquer la méditation d'harmonisation émotionnelle seulement il y a 1 mois. Tu vois, alors ça fait 20 ans que j'y suis, quoi. Tu vois, c'est quand même. Donc même nous ne sommes pas à l'abri de passer à côté. Et c'est une remise en question quotidienne. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Une question que je peux te poser? Moi, j'ai une question qui m'est venue comme ça. Oui. Il y a une question qui m'est venue comme ça. En t'écoutant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai posé la question que, en tout cas, quand je regarde ma vie personnelle, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends beaucoup plus de choses par la souffrance. C'est comme si ça me permettait de vraiment grandir, de voir les choses plus clairement. Et ça me rappelle aussi que c'est comme si j'ai pu devenir un petit peu plus humaine avec toutes les souffrances que j'ai vécues et je continue à vivre maintenant encore. Mais il y a d'autres choses aussi, comment on peut aussi évoluer ou devenir un petit peu plus aussi humaine, on dit par les efforts.
Est-ce que tu as quelque chose à dire parce que tu as vu tellement beaucoup Mhm. de personnes et tu as ton chemin personnel aussi? Mhm. C'est certainement ce que tu évoques, un aspect très important, le passage de la souffrance à l'effort. Mais il y a une chose qu'on peut essayer de mieux comprendre encore, c'est que qui souffre? La personnalité. Tu sais, c'est ce rôle qu'on joue, dans la psychologie de l'énéagramme, on dit ce masque qui est à l'œuvre avec ses amis, dans sa profession, tout ça. Ça, c'est ça qui souffre. En revanche, la nature profonde, si tu arrives à la contacter, elle ne souffre pas. Elle n'a pas besoin de faire des efforts en plus. Elle se contente de tout. Elle n'a aucune exigence, tu vois. C'est le paradis, quoi. Tu vois, le paradis, il est tout près. Il faut arriver à le contacter, tu vois. Donc, l'histoire de la souffrance et de l'effort, c'est un aspect important et pendant longtemps, il faut s'en occuper de ce passage-là. Parce que celui qui veut se libérer, qui veut être heureux, il est obligé d'avoir une intention de se libérer de la souffrance. Et une façon de se libérer de la souffrance, c'est de faire des efforts. Mais ça, c'est une façon peut-être même traditionnelle et ancienne de faire. L'idée, c'est que tu puisses, grâce à nos méthodes, permettre à quelqu'un de contacter quelque chose qui n'est pas sa personnalité, qui est lui-même en réalité. Et là, tout devient plus simple. Ça devient extraordinaire. Même si tu souffres, ça pose plus de problème. Tu vois ta souffrance, tu n'as même pas besoin de t'en occuper, puisqu'il y a quelque chose en toi qui la regarde, qui se dit « Ok, c'est bien, ok, ben c'est aussi une expérience, ça, ni plus ni moins. » Et c'est possible. Sauf que quand on te tape avec un marteau sur la tête, là, tu souffres et c'est difficile de pouvoir s'en passer, de laisser de côté. Il faut que tu t'occupes de ta souffrance-là. Mais pour la majorité de nos souffrances qu'on va qualifier de psychologiques, relationnelles, et toutes ces choses, nous pouvons nous en libérer de la façon traditionnelle en faisant des efforts et aussi, et ça me semble aujourd'hui une adaptation qu'a faite Idriss Lahore dans l'enseignement du Samadeva, c'est de rendre l'enseignement traditionnel contingent. Et aujourd'hui, il existe la possibilité pour un être humain de contacter ce paradis en lui, cet espace non violent en lui, cet espace de paix en lui, de calme, d'ouverture et d'amour. Ça existe dans l'être humain, c'est simplement voilé et caché. Et il est possible de traverser tous ces voiles pour accéder à cet espace en soi. Et si tu le fais, tu n'as plus de problème avec ta personnalité, avec ces difficultés, ces exigences et toutes ces choses-là. Tu les vois, elle a ça. Mais il y a cette dimension en toi qui s'occupe, pas qui s'occupe, qui prend dans ses bras cette chose-là et puis qui la berce un petit peu et puis elle n'en fait plus un problème, quoi. Tu n'as plus un problème avec toutes ces choses. C'est une voie royale pour l'être humain. Mais là encore, c'est facile de raconter ces choses-là, de les vivre en est une autre. Et je reviens avec mon immobilité physique, consciente. Ça me permet d'y revenir d'ailleurs, toi et moi. Un dernier exercice qu'avait donné Idriss Lahore, c'était tous les quarts d'heure. Hop, on faisait un stop. D'ailleurs, on n'a pas fait. Tu vois, comme quoi.
Peut-être qu'on n'en a pas eu besoin à un moment donné, puisqu'on y était aussi un peu. Mhm. C'était de rentrer dans une forme d'immobilité, d'instantané de ta vie. Hop, tu rentres dans une forme d'immobilité. Tu vois, c'est une pratique en réalité d'une simplicité déconcertante. Tu n'as même pas besoin de faire de grandes études pour ça. C'est incroyable. Mais cette simplicité-là, elle est d'une force transformatrice extrêmement importante. Si par exemple, ceux qui nous écoutent maintenant font comme toi et moi, prennent conscience d'une partie de leur corps physique immobile, maintenant, et qu'ils portent leur attention et leur conscience à cette partie qui est immobile, ils sont dans un état qui les transforme et qui permet tranquillement l'accès à cette dimension dont je parlais tout à l'heure. Et toutes les méthodes du Samadeva, et comme je disais tout à l'heure, il y en a pour toute une vie pour les apprendre. Si elles ont un aspect important, c'est de permettre à cet être humain que nous sommes de revenir ou d'appliquer sa conscience à ce corps physique immobile dans un premier temps. Parce que c'est là où c'est le plus simple. Quand on est en mouvement, il y a de l'énergie qui va vers le mouvement. Et c'est nécessaire, hein. On a besoin encore de beaucoup de mouvements, de paroles pour expliquer ces choses-là, par exemple. Mais là où c'est une source de transformation, c'est quand tu peux appliquer ta conscience au mouvement, quand c'est possible. Mais là où c'est le plus simple, le plus accessible maintenant, c'est là où c'est immobile. Si un être humain fait ça dans sa vie, avec quand il travaille, quand il est avec ses amis, ça se voit pas, hein. C'est complètement transparent. Il fait ça, il transforme sa vie et il transforme la vie autour de lui. Et s'il persévère dans ce travail qu'on pourrait même qualifier de simpliste, mais en réalité simple mais sacré, puissant, il va vers ce qu'on appelle la libération et l'éveil et la réalisation de sa propre nature. Et toutes les techniques visent à permettre d'aimer ça. Parce que s'il y a une conclusion que je pourrais faire, je ne sais pas si on doit conclure maintenant, c'est une histoire d'amour, toutes ces choses. Tout ce dont je parle, je l'aime, j'aime. Et j'aime toujours plus encore. Ce n'est pas une histoire qui s'arrête, c'est une histoire qui se développe. Et s'il y a un souhait que je pourrais encore formuler à ceux qui nous écoutent, c'est d'aimer. D'aimer j'allais dire tout, mais tout c'est trop. D'aimer ce que tu fais maintenant, d'aimer ce que tu dis maintenant, d'aimer ce que tu pratiques maintenant. Donc ça, aimer la méthode, aimer les connaissances, avoir de l'amitié pour les autres. Ça, c'est ce qui s'éveille grâce au Samadeva.
Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais aujourd'hui je connais que le Samadeva qui est cette capacité-là d'éveiller l'amour. Parce que sans amour, on peut rien apprendre et on peut pas se libérer. C'est un bon ingrédient pour la paix, développer la paix, la liberté et l'amour. Donc, merci beaucoup, Alan, pour tes partages, pour ton ouverture aussi, toutes les vécus que tu as partagés avec nous. Merci à tous ceux qui regardaient et restaient avec nous jusqu'à maintenant. Et nous sommes très heureuses de vous voir ici, à la Libre Université de Samadeva. On va rencontrer dans d'autres parties dans le monde. Et à bientôt!